Au fil du temps, une émission de Sud FM, réalisée et présentée par Baba Diop. Au fil du temps, le temps tisse sa toile et nous donne le temps de goûter à ses délices. Bonjour, bonsoir. Au fil du temps, vous amène aujourd'hui au théâtre avec la pièce de Felwine Sarr dénommée La Trace, une saga d'1 heure dans un décor sobre, juste un récitant et un musicien. Felwine Sarr qui est en pleine répétition pour une autre pièce de théâtre qui sera jouée à Avignon en juillet. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Ça fait bien de se retrouver, non? Avouez quand même que par les temps qui courent, se retrouver, ça fait un immense plaisir. Avant de commencer, je voudrais vous dire à quel point chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, arrive à partir de chez lui. On part toujours de chez soi, pour de multiples raisons. On part pour fuir une vie monotone. On part aussi pour quitter parfois nos pays qui nous sortent des yeux. S'échapper d'une hypocrisie sociale, d'une gérontocratie étouffante, des horizons amurés, un avenir barré, partir. Felwine, bonjour. Bonjour Baba. Est-ce que vous avez trouvé votre marque aux États-Unis, puisque vous y êtes depuis quelque temps? Oui, finalement, je l'ai trouvé. Ça m'a pris une année d'adaptation, mais finalement, à la fin de l'année, j'ai eu le sentiment d'avoir retrouvé quelques repères. Prendre du recul, ça fait naître en vous un nouvel homme, puisque vous voici au théâtre. Oui, en fait, ça donne l'occasion d'explorer des régions de ces désirs de créativité artistique qui sont là, mais que la quotidienneté ne permet pas de faire advenir. Et du coup, prendre de la distance fait que les choses remontent et émergent à nouveau, quoi. Et je suis très heureux de monter sur les planches. Le théâtre, c'est une discipline qui m'intéresse depuis longtemps. Il y a quelques années, je me suis mis à écrire des pièces, donc là, j'en suis à la 3e. Et dans cette expérience-là, je ne fais pas que écrire, quoi. Donc je serai sur scène avec les autres. On ne vous connaissait pas dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une manière, disons, d'adoucir l'économie, le théâtre? Oui, c'est une manière de déployer d'autres ailes et peut-être de parler à d'autres régions de l'être et de dire que la parole, elle prend une nouvelle puissance quand elle est adressée, quand elle est incarnée dans un corps et quand elle ne s'adresse pas juste à l'intellect. Et peut-être qu'avoir exploré ces dernières années des essais, des réflexions épistémologiques, du savoir académique, m'a donné envie de nourrir l'autre région qui est le rapport sensible aux autres, que j'explore dans la musique, que j'explore dans la littérature, dans le roman, mais que j'avais aussi envie d'explorer dans un espace qui est en même temps un espace du mot, mais en même temps un espace du corps, et qui est aussi un espace vivant dans l'interaction avec les gens, quoi. C'est étrange un peu de parler du corps, puisque dans votre dernière création que vous avez donnée, qui a été donnée à l'Institut français, le corps ne bouge pas. Il y a le récitant devant le public et puis le musicien à côté. Là, le corps n'était pas en mouvement, mais le texte, la parole, elle résonne dans le corps d'Étienne. Elle résonne dans sa corporalité, quoi. Et c'est une parole que l'on entend et qui est adressée. Et c'est différent de la lire sur un texte écrit et d'avoir un rapport silencieux avec elle, quoi. Et je pense que la personne d'Étienne, qui elle est, sa manière d'incarner les mots est quelque chose qui donne une résonance très particulière à ce qu'elle raconte.
Bon, un désir ne naît pas comme ça tout seul. Et ça veut dire qu'enfant déjà, soit à l'école, soit dans des associations, vous avez eu à tâter le théâtre et monter sur les planches. Tout à fait. Lorsque j'étais enfant, et mes frangins me le rappelaient, parce que je partage la scène avec eux, avec une de mes sœurs et un de mes frères, ils me rappelaient que lorsque j'étais ado, que je montais sur scène, que je montais des pièces de théâtre, et que eux, ils n'étaient pas surpris. Et que quelque part, voilà quoi, ce Félune adolescent-là, qui avait été rangé, qui était devenu un peu trop sérieux, était en train de réémerger, quoi. Ce texte, vous l'avez écrit à quelle occasion, puisque vous dites que c'est le troisième? Est-ce que c'était le premier texte, c'était le deuxième texte? Juste un rappel d'abord du titre de cette pièce. En fait, la pièce, ça s'appelle Liberté. J'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir. C'est ma troisième pièce de théâtre. La première, c'est sur la barrière. C'est une pièce sur le génocide des Tutsis, sur la réconciliation, sur une dame qui va en prison, qui retrouve le génocidaire de son fils, et la question du pardon impossible se pose. Est-ce que le pardon est possible? La seconde, cette race, c'est celle que vous avez vue à l'Institut français, un discours aux nations africaines. Et celle-ci, j'ai voulu convoquer René Char et Frantz Fanon, qui sont des maîtres en littérature et en pensée. René Char, particulièrement l'un de mes grands maîtres, dans leur rapport à la liberté. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Comment est-ce qu'ils l'ont incarné dans leur vie? Au-delà de l'incarner dans des textes, au-delà de la pensée, ils se sont retrouvés au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait des choix clairs de lutter contre le nazisme en allant dans le maquis. Quand la guerre finit, René Char poursuit sa quête de liberté dans l'espace du verbe, de la poésie, de la quête du beau, de la quête du vrai, de la quête d'une vérité en accord avec ses convictions. Donc ça, c'est un nouveau combat pour lui. Dans le temps de la paix, il a un combat contre toutes les formes d'aliénation. Mais Frantz Fanon, il considère que la lutte n'est pas terminée. Il y a la décolonisation à mener, il y a les damnés de la terre. Et que tant que tous les peuples asservis ne seront pas libérés, que sa lutte pour la liberté ne finira pas. Et il devient algérien, il meurt, il est enterré en terre algérienne. Et sa vie a été exemplaire d'une idée, c'est celle d'incarner, de lutter pour la liberté jusqu'au dernier souffle. Et j'ai voulu ramener ces deux compagnons, les convoquer, donc mettre leur voix avec la mienne en composition pour produire une réflexion, aussi une métaphore sur la nécessité de la liberté en temps de crise. Nous vivons une crise sanitaire globale, mondiale. Et j'avais juste envie de dire qu'il y a eu des individus dans des moments beaucoup plus critiques que les nôtres, des guerres, des bouleversements de l'histoire, qui ont tenu à vivre l'idée de liberté jusqu'au dernier soir et qui l'ont incarné et qui l'ont pensé et qui l'ont vécu. J'ai conquis la parole. Elle me fut longtemps refusée. Et depuis qu'elle gît à mes pieds, prête à s'évanouir et à se dissiper à nouveau, je ne la convoque qu'avec circonspection. Je dois vous parler. Je dois vous parler car seule la parole demeure. À vous, mes sœurs, mes frères, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes aïeux, à vous, habitants de ce vaste continent, à vous qui avez franchi les mers et repris souche ailleurs. Cette parole est un lait jailli du pis de la vache et elle n'y retournera pas. Ancêtres de Janiou et de Niamouzi, veillez sur elle afin qu'elle ne périsse jamais. Parlons de traces en 59 minutes, disons. Raconter toute l'histoire de l'Afrique, c'était un peu risqué, non? Oui, mais j'ai voulu faire une grande renarration, un récit, je dirais, métaphorique et poétique de la vie qui émerge en Afrique, de sa grande histoire, avec ses différents soubresauts, pour finir avec une adresse à la jeunesse africaine, pour qu'elle tourne à nouveau la face au soleil et qu'elle fasse revivre la trace lumineuse de toute son histoire et qu'elle ne s'installe pas dans la partie ombrageuse où, durant quelques siècles, l'histoire l'a déterminée, ou durant quelques siècles, elle a été aliénée. Et juste pour qu'elle sorte de ce lieu de l'aliénation et qu'elle entreprenne à nouveau le jour. Mais il fallait faire une histoire et peut-être la poésie, elle offre les ressources de narrer le récit d'un point de vue métaphorique
et quelque part à certains endroits de le résumer. La pièce est conçue comme une veillée, en fait, sans qu'il y ait autour le cercle, mais c'est le narrateur qui s'adresse directement au public avec un musicien. Comment a été composée cette mise en scène, qui est une mise en scène très sobre d'ailleurs? Elle est absolument sobre. Elle est le fait d'un metteur en scène burkinabé et un dramaturge qui s'appelle Aristide Tarnagda, qui travaille avec Etienne Minungo au Récréatal. Ce sont les deux qui ont monté le festival de théâtre à Ouaga. Et ils avaient déjà expérimenté, je pense, à Ouagadougou, dans leur festival, le fait que la parole soit ramenée dans la cour des maisons. Et ils ont des soirées rencontres où les gens sont assis autour, comme dans les maisons africaines, et il y a un narrateur qui pose un récit, et souvent le récit est accompagné de musique, d'un accompagnement musical pour mettre en forme le récit et la parole. Puisque c'est un discours, je pense qu'ils ont opté pour une adresse simple et directe, je veux dire un orateur qui s'adresse à la communauté, et en reprenant les codes du récit du continent, du récit ouest-africain, et puis on est en accompagnement à la kora, au ngoni, un instrument simple, et je trouve que ça fonctionne en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de dispersion, en tout cas de la scène, il n'y a pas de mise en scène. Parlons de la structure du texte. Le texte commence par un prologue, c'est-à-dire la salutation du narrateur face au public, et qui commence par saluer dans toutes les langues africaines. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on ne rentre pas à l'intérieur de ces langues, mais on les nomme tout simplement. Tout à fait, parce que c'était vraiment la question de l'adresse. C'était un discours aux nations africaines, mais c'est plutôt un discours aux peuples africains. Parce que même la catégorie de la nation, on pourrait l'interroger. Elle est née après le fait colonial de manière arbitraire. Peut-être, j'ai le sentiment que moi, j'appartiens au peuple sénégambien, plus qu'au peuple sénégalais. Étant en Sérère Nyominka, entre la Gambie et le Sénégal, ayant des ancêtres qui viennent du Sine et du Gabou et du Mali. Donc mon histoire, c'est une histoire sous-régionale. Donc il m'a semblé que c'était intéressant de restituer les histoires dans les noms, de ramener les noms des peuples, de refaire ces généalogies-là, de citer les groupes ethniques et de les inscrire dans une géographie qui était pré-1885, conférence de Berlin. Et donc du coup, citer les peuples, les Sénoufo, les Xhosa, les Sérères, les Mandinka, les Zoulous, etc., plutôt que l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun. Vous parlez de Nyominka, mais ce texte aussi, c'est un voyage, puisque les Nyominka, on le connaît, ce sont de grands voyageurs, avec même Bakary II que vous avez cité aussi dans le texte. Oui. Et non seulement il y a l'idée du voyage, il y a l'idée du voyage des peuples, et même dans le texte initialement, on renarre le voyage de Homo sapiens qui a quitté le continent, qui a peuplé le continent, qui est passé par l'isthme de Suez et le détroit de Gibraltar pour aller féconder le monde. Et que de toute manière, il y a cette histoire de cette humanité qui est pérégrinante, qui va et qui vient, avec cette idée qu'on perd le souvenir que fondamentalement, la communauté humaine s'origine en Afrique et que quelque part, nous sommes issus de la même souche. Et ça pourrait aider à repenser la notion de l'altérité, de qui est étranger par rapport à qui. Le texte commence par l'histoire d'un couple. C'est, le chapitre que j'appellerais partir. Pourquoi partir? Quelles sont ces raisons-là? Oui. Là, ce que j'ai voulu en fait indiquer, parce que généralement la question de la migration, elle n'est vue que sous le prisme de la raison économique. Certains qui veulent une vie meilleure, etc., etc. Elle est rarement vue sous le prisme de l'imaginaire de l'accomplissement et de la plénitude, avec l'idée selon laquelle qui dépendrait de la vision d'une vie accomplie. Des fois, il y a des gens qui ont les moyens de vivre ici. Ils ont juste le sentiment que leur vie n'a plus de sens, qu'elle n'a plus de défis, qu'elle n'a plus de challenge, qu'ils ont envie de retrouver la puissance qu'ils sentent monter en eux lorsqu'ils vont à l'assaut de défis. Ils ont envie de faire de leur vie un récit. Il y a une dimension initiatique dans le voyage, que nos sociétés avaient des rituels d'initiation qu'elles ont un peu perdus. Et à un moment donné de la vie, les individus devaient faire face à des épreuves pour se réaliser en tant qu'individus. Et des fois, j'ai le sentiment que cette charge initiatique, elle se rejoue dans le voyage difficile et dans le voyage qui donne la possibilité de faire de sa vie un récit, raconter ses aventures, ses pérégrinations, ce que l'on a surmonté et qu'est-ce qui fait qu'au bout on est arrivé et qu'on s'est réalisé. Donc cette dimension-là et puis la dimension de la vie qui n'est pas valorisée socialement dans le quartier, on n'existe plus puisque selon les codes du lieu dans lequel on habite, on n'a pas une vie accomplie et pleine et puis on va aller chercher ailleurs les ressources pour avoir cette vie réalisée selon les codes du quartier et la vie intime. Et je dois vous dire, pour ma part, je suis parti aussi.
partir parce que, avec les années, l'admiration de ma femme Koura s'était envolée. Et peut-être même l'amour avec. Parce que la vie étriquée que je lui offrais ne lui convenait plus, et je le voyais dans son regard éteint lorsqu'elle me dévisageait en se demandant bien ce qu'elle allait pouvoir faire de moi. Non, elle me gardait à ses côtés par loyauté ou par habitude. Vous savez, comme on conserve un fardeau dont on ne sait comment s'en débarrasser. Et elle n'osait plus assister au mariage du quartier parce que, disait-elle, oui, elle serait tout à fait contrainte de porter la même tenue qu'il y a 2 ans. À quoi vous sert un mari? Donc partir. Alors un matin, dans la grisaille de l'aube, j'embarquais dans une de ces rochas, comme jadis nos aïeux sur une des côtes de l'Afrique, mais cette fois, nul ne m'y avait oublié. Je mettais ma vie dans la balance. Et je sentais l'excitation et l'exaltation de celui qui va à la conquête de quelque chose. Vous savez, risquer de tout perdre, mais sentir en soi des forces se lever. Un désir qui gronde et qui enfle, le cœur qui palpite, des énergies endormies et qui se réveillent. Le sentiment de vivre. Le sentiment de vivre enfin. Vous savez, monter à l'assaut vous donne un tel puissant sentiment d'être. Et vous commencez par l'ennui au sein du couple. Cet homme qui a conscience que sa femme ne le regarde plus, que vraiment c'est par peut-être respect tout simplement et habitude qu'il regarde auprès de lui. Et là, il y a une véritable rupture. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce voyage-là, ce début de voyage est rempli de pudeur. Parce qu'il ne raconte pas, celui qui parle ne raconte pas à fond les humiliations qu'il a, mais vous citez tout simplement, on sait que c'est l'Espagne avec les haciendas, on sait que c'est l'Italie avec ce camion qui roule à tombeau ouvert, ensuite Calais. Oui, absolument, en fait. Et c'est intéressant que ce personnage a été chercher sa vie ailleurs. Et il entreprend la migration, il subit toutes les humiliations, il revient, il raconte, mais il ne rentre pas dans le détail. Il y a une sorte de pudeur et de respect. Il y a aussi un désir de préserver quelque chose qui relève de son humanité. Et instruit par l'expérience de ce voyage, il s'adresse au continent africain, il s'adresse à sa jeunesse, en leur disant, votre Orient ne peut pas être qu'à l'extérieur. On a le droit de faire l'usage du monde, mais si vous allez dans des lieux si vous quittez des lieux où on ne conteste pas votre présence pour aller dans des lieux où on vous la conteste fondamentalement, vous pouvez vous retrouver dans l'arrière-cour des autres. Vous pouvez vous retrouver même des fois être le déchet des autres. Et il y a là une réflexion sur le lieu, sur la manière d'habiter des lieux, sur la manière de réinstituer le désir des lieux, réinstituer l'espoir dans des lieux. Je veux dire, c'est une sorte de Ulysse moderne, qui revient, qui a fait le tour du monde, qui a vu le monde, qui a vu la vraie nature des relations entre les peuples, pas celle que les diplomates disent. Et étant instruit de tout ça, revient s'adresser aux siens, et leur dire, on doit aussi replanter la pêche ici. On a le droit à l'usage du monde, mais en même temps, il faut replanter l'espoir ici, Vous citez Bakary II? Oui, je cite Bakary. Et là aussi, c'est important pour dire que le continent a toujours voyagé, exploré le monde depuis la plus haute antiquité. On a retrouvé des bas-reliefs qui montrent qu'il y avait un axe latéral avec les Asies et la Chine. On sait que des populations africaines, Patrick l'a bien montré, se sont implantées en Amérique latine. On y retrouve nos cultures, nos langues, on y retrouve nos produits agricoles, on y retrouve des traces absolument claires que nous y étions, que à l'époque, les Maliens, les Carthaginois, les Tunisiens étaient de grands marins. Ils savaient traverser la mer et les océans avant la prétendue découverte des Amériques de Christophe Colomb. C'est un fait. Il est de plus en plus documenté. Et je pense que dans l'imaginaire de la place de l'Afrique dans le monde et dans son mouvement dans le monde, il est important de rappeler cela. Il est important de rappeler que nous n'avons pas été découverts au XVe siècle par les Portugais et que nous avons entrepris d'explorer le monde bien avant que les Européens en fassent une entreprise à partir de la fin du Moyen-Âge, jusqu'au début du fait colonial, avec ces lieux lointains que nous les avons explorés avant. Il y a les obstacles physiques, effectivement, en traversant, en quittant l'Afrique pour aller vers le nord. On a cité tout à l'heure
maisons de rétention, etc. C'est une partie qui est très réaliste, mais il y a aussi cette difficulté, cette confrontation avec l'administration. Il perd son latin, carrément. Oui, parce que c'est des administrations qui sont déshumanisées, qui considèrent les individus comme des cas, des catégories à traiter, avec une totale... c'est vraiment le terme, avec une totale abstraction. Elles disent quoi, c'est ce que Achille appelle les politiques de l'inimitié. C'est-à-dire que la réalité des rapports entre les groupes humains, elle se joue aussi là. Ils sont les médiateurs qui disent la vérité des rapports. La manière dont l'administration vous traite, quoi. La manière dont elle vous abstrait, dont elle vous chosifie. Et dont elle, justement, évacue toute humanité, tout affect d'humanité dans le rapport qu'elle entretient avec vous. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est un bon thermomètre, en fait, pour savoir le rapport entre la réalité. Et ce moment-là où il est confronté à ces administrations des pays du Nord, ben, c'est un moment qui est un moment important pour lui, parce que c'est un moment qui lui révèle la vraie nature de la relation. Et je pense que celle-là aussi, on doit la regarder, quoi. On doit la regarder. Si on veut la changer, si on veut être en rupture, il faut qu'on soit en mesure de la regarder et de ne pas être dans une opération de déni vis-à-vis de la vraie nature des rapports entre les groupes humains. Cette première partie est très réaliste, parce qu'effectivement, c'est un peu, si on le met dans le contexte actuel, c'est le voyage de l'immigré, de l'immigration, aller découvrir ailleurs. Par contre, la deuxième partie est beaucoup plus poétique, beaucoup plus onirique. Oui. Pourquoi ? Parce que justement, ce que je désirais que ce discours soit un discours qui parle dans plusieurs temps et dans plusieurs lieux. Et la méthode que j'ai trouvée, c'est d'en faire un discours métaphorique, des fois mythique, des fois onirique et poétique, pour que les réalités qu'il révèle soient des réalités qui peuvent résonner dans les temps différents et dans des lieux différents. Et je me suis dit que si je l'inscrivais dans une actualité trop brûlante, celle-ci risquait de s'assécher dans le temps. J'aimerais bien que dans 10 ans, que la partie justement onirique et poétique résonne encore. Donc il fallait saisir la réalité du mouvement du continent d'un point de vue métaphorique et poétique, mais tout en laissant des clés qui lui permettent de fixer certains événements et de les comprendre et de les nommer aussi dans leur substance et pas dans la terminologie qui est consacrée. Donc la rencontre avec l'autre, la dépossession, il y a un terme qui est consacré que je n'ai pas utilisé, mais l'ayant décrite, cette rencontre-là, elle peut résonner pour d'autres types de rencontres qui sont similaires et dont les enjeux sont les mêmes. Donc c'est ça le travail du théâtre, je pense aussi. Et c'est ça le travail de la parole poétique, c'est d'être en mesure de dire des choses et de les dire de telle manière que la présence de ce qui est dit ne s'assèche pas dans le temps. Ici, sur cette terre rocailleuse par endroits, mais fertile par d'autres. Mais avant cela, oui, j'ai souhaité vous parler. J'ai souhaité vous parler, vous, peuple des premières aubes. J'ai décidé de vous adresser cette parole dont les mots furent arrachés aux hivers et à la poussière du chemin. Mais là, vous faites intervenir un autre couple, Toumaï et Ounan. Oui, c'est un couple mythique. En fait, non seulement je fais intervenir un autre couple, mais je renarre aussi le récit de la création en mettant à égalité Ounan et Toumaï. Je veux dire, les textes sémitiques, bibliques
font de la création, Adam d'abord, Ève qui en tire des codes d'Adam et ainsi de suite. Je veux dire, ça, c'est les monothéismes sémitiques. Les cosmogonies africaines ont souvent un être primordial et souvent, ce qu'on ne dit pas, cet être primordial est une femme. Est une femme, quoi. Et là, justement, l'espace de la littérature m'a donné la possibilité de recréer un mythe des origines en mettant Toumaï et Unan comme étant les deux ancêtres primordiaux et qui ont donné le souffle et qui ont offert la vie. Et l'un des premiers legs de l'Afrique au reste de l'humanité, c'est d'avoir accueilli la vie, de l'avoir préservée, de l'avoir fait durer, de l'avoir rendue plus pérenne et de l'avoir transmise. Cette partie que vous l'appelez, la première sous-partie, c'est la germination. Oui, absolument, c'est la germination et c'est le moment où les peuples, les nations naissent, les groupes, c'est au moment où il y a une profusion de signes, où on crée le signe, où on crée le sens, où on crée des rituels, où on produit la culture, où on la dissémine, où les dieux des panthéons arrivent, où l'Egba ouvre les chemins, etc., etc. Et puis où on fait une moisson de signes et de sens, et où la vie est fécondée, la vie est transmise, et puis on la transmet aux confins des mondes. Et là, on est au cœur de la problématique de Cheikh Anta, de sa pensée, de sa réflexion et de ses recherches. Absolument, on est au cœur, je veux dire, on est au cœur d'une revisitation de Cheikh Anta Diop sous une forme poétique. Et justement, les lieux qui s'originent, on voit bien qu'il y a la Nubie, il y a le lac Tchad, il y a l'Égypte, qui sont des lieux sources à partir desquels la vie se déploie et à partir desquels nous sortons du continent et nous continuons à la transmettre dans d'autres lieux, absolument. Après la germination, maintenant, il faut avoir la face au soleil. Oui, en fait, après la germination, bien avant la face au soleil, il y a eu les rencontres que j'appelle des rencontres problématiques, difficiles, avec des épreuves qui ont été celles du continent. Et donc il y a une narration de ces épreuves-là, le fait colonial, les traites, dans ce qu'elles avaient de substantiel. Et ensuite, la sève qui revient, la vie qui reprend ses droits, je veux dire la guérison. On ne reste pas dans cette épreuve, on ne reste pas dans les épreuves de cette épreuve. Et la sève qui monte à nouveau. Et cette jeunesse qui retrouve sa vitalité, et maintenant tout le travail de guérison du trauma de la dépossession, tout le travail de sortir de ce moment et de ne pas en faire une ontologie, et tout le travail de tourner sa face au soleil, de faire de la liberté une vraie passion, de refuser toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, de l'intérieur de la palissade ou de l'extérieur, et justement, et d'entreprendre à nouveau de marcher et d'élargir les horizons, quoi, et de créer à nouveau le jour, quoi. C'est la métaphore un peu du tournesol, parce que effectivement qui va chercher toujours en face le soleil. Absolument, qui va chercher le soleil et qui va chercher aussi en lui les traces lumineuses de ses héritages. Parce qu'il y a cette idée de trace qui persiste. Il y a cette idée de dire nous ne retournerons pas en Égypte, nous ne retrouverons pas la fureur de Chaka, nous ne retrouverons pas la sagesse de Tombouctou, nous ne retrouverons pas la gloire des Askia, nous ne remonterons pas à la source. Je veux dire, le temps de l'histoire est passé par là, mais nous devons continuer à marcher. Parce que fondamentalement, la source, elle est en nous. Nous la portons en nous. Elle ne s'achève pas. Et une lumière qui a été atteinte ne s'éteint jamais. Et cette lumière-là, elle se trouve dans les traces que nos cultures nous laissent. Et ces traces-là, nous pouvons les réanimer. Et donc, il y a aussi cette réflexion sur l'histoire et le passé. Certains pensent que nous devons retourner en Égypte et que nous devons redevenir des Kémites et parler comme eux et être comme eux. Et moi, je dis non. La trace lumineuse qu'ils nous ont laissée, elle est en nous. Et c'est à nous de la féconder à nouveau et de continuer à marcher. Et être fidèle à cette source, ce n'est pas tenter, comme les saumons, de remonter à l'origine. Nous ne ferons pas l'histoire à l'envers. Mais ce qu'il y a eu de lumineux, nous ne l'avons pas perdu. C'est ce que vous résumez en cette phrase-là, les jours ne reviennent plus. Oui, les jours ne reviennent pas. Et puisqu'ils ne reviennent pas, justement, il faut continuer à les ouvrir et à les créer. Et l'idée de continuer la marche de la vie, la marche de la croissance, de continuer à édifier l'humanité en nous, mais en étant résolument tourné vers ce qui advient et en se disant qu'en fait, fondamentalement, l'identité, ce n'est pas ce que nous avons été, c'est ce que nous voulons devenir, c'est qui nous voulons devenir. Et souvent, dans ce débat-là, on pense qu'en fait, la question identitaire, c'est qui nous sommes veut dire qui nous avons été. Et moi, je dis que qui nous sommes veut dire qui nous voulons devenir. Et c'est là où j'oriente la flèche.
tourner la face au soleil. Oui, parce que cela fait longtemps. Cela fait longtemps que nous nourrissons l'âme et le corps du monde. Et que nous le faisons même lorsqu'on nous ôte le pain de la bouche. Et ce don auquel nous ne consentons pas est la part faible de notre générosité. Et nous ne devons plus accepter. Nous ne devons plus accepter d'être ce champ du monde que l'on dévaste. Cette rivière que l'on assèche après en avoir bu l'eau. Cette mine que l'on exploite et que l'on laisse exsangue. Cette forêt dont on coupe les arbres après s'être abrités sous leur feuillage ombrageux. Nous ne devons plus accepter. Nous ne devons plus accepter d'être ceux que l'on insulte, méprise ou avilie sous tous les cieux. Comment comprenez-vous que des frères, puisque nous sommes tous issus de l'Afrique, reviennent pour dire qu'ils sont des étrangers, se comporter en étrangers et vraiment fouiller les entrailles du ventre du continent mère? C'est le grand atavisme en fait dans notre humanité, c'est le fait que nous soyons porteurs tous d'ombre et de lumière, et que les atavismes sont là, et que les égoïsmes profonds sont là, le désir de dominer, d'exploiter, est là au détriment d'autrui. Et cette part obscure qui est en nous, je pense qu'il y a des conditions politiques, géopolitiques, économiques qui permettent sa pleine expression, ou pas. Et je pense que c'est la question à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est-à-dire que le retour des fascismes, le retour violent du racisme, le retour des égoïsmes de clans, et comment faire en sorte que la bête qui nous regarde au fond de nos yeux, et comment la mettre à distance. Et je pense que c'est une vraie question en fait. C'est une vraie question. Et quelles sont les conditions dans l'espace social pour faire en sorte que nous mettions de la distance vis-à-vis de cette part obscure de nous, qu'elle vienne de l'étranger ou bien qu'elle soit enracinée en nous. Et je pense que c'est une question difficile, qu'elle n'est pas simple à résoudre, mais c'est une question qui nous amène, comme disait Césaire, à être toujours en tension entre notre ferveur et notre lucidité. Tu vois, le désir de faire humanité, mais aussi notre lucidité sur qui nous sommes fondamentalement, quoi. Et comment est-ce qu'on trouve un chemin lumineux dans cette tension-là. Et c'est une question qui est irrésolue, mais qui est féconde. Vous ne citez pas Senghor, mais pourtant, j'en sens Senghor dans le jeu. Enfin, il faut penser par nous-mêmes et agir par nous-mêmes. Je pense qu'il y a des figures tutélaires qui sont là derrière. Il y a Senghor qui est là derrière, il y a Césaire, il y a Cheikh Anta. Il y a un certain nombre d'humanités négro-africaines sur lesquelles je me fonde et que je refonde dans le texte. Puisque c'est un texte de nature, je dirais, théâtrale et poétique, donc le régime de la citation ne me semble pas être bien indiqué, mais c'est des ressources fondamentalement qui m'ont habité et dont on voit les traces dans mon écriture, tu vois. Et c'est des traces que j'assume en fait, c'est-à-dire que je suis pas du genre à tuer les pères, tu vois. Moi je les aime bien les pères, et je suis plutôt du genre à dire je m'inscris dans une longue tradition et que j'ai été nourri par toutes ces littératures-là, et que quelque part dans mon geste littéraire, c'est clair que de manière implicite ou explicite, ils sont là, quoi. Ils sont là, je dirais, ils sont là, quoi. Et puis on peut reconnaître leurs traces. Avant d'atteindre l'épilogue de ce texte, il y a comme une vague qui monte du fond. Ça commence d'abord par une douceur, et puis à un certain moment, boum, ça éclate. On voit la ferveur du récitant qui exalte, qui est vraiment dans une sorte même de transe, disons les mots. Et ça, c'est les grandes qualités, je dirais, d'acteur de Étienne, et peut-être aussi des grandes qualités dramaturgiques de Aristide de Tarnagda, parce que si on prend le texte écrit et si on prend le texte joué, ils l'ont recomposé de manière à créer ces moments de climax ou d'acmé, où justement Étienne prend la chose petit à petit sous le ton de la convivialité, de l'intimité, et petit à petit il monte en puissance, et pour nous emmener aussi dans cette tension avec lui, quoi. Et c'est là où je trouve vraiment remarquable et impressionnant ce que la parole
habiter, incarner, peut faire, quoi. C'est une expérience que l'on n'a pas en lisant son texte de manière silencieuse. Je veux dire, voilà, c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre de cette manière-là, quoi. Mais lorsque la parole qui était devenue aphone et qui était devenue silencieuse est rendue audible et vivante, ben, on peut en faire une expérience, je dirais, organique. Et c'est un autre rapport aux mots et au langage, quoi. Et c'est ça que la scène apporte. Comment est-ce que vous l'avez vécu, puisque vous avez écrit votre texte, et puis, bon, vous voyez que maintenant, ce texte, son prolongement est vivant, a vraiment beaucoup de teneur, et c'est presque de la création sur la création, c'est donner du sens au sens. C'est un sentiment étrange et intéressant de dépossession, c'est-à-dire que vous écrivez le texte, c'est de la vie en vous que vous asséchez dans un signe, et quelqu'un d'autre reprend ce signe et on refait de la vie. Et vous avez une expérience schizophrénique, c'est-à-dire que vous êtes même des fois surpris par des moments du texte que vous avez écrit, qui vous surprennent. Il y a une résonance en vous que vous n'aviez pas entendue. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir, à des moments donnés, être vraiment un spectateur, c'est-à-dire être totalement détaché, comme si je n'étais pas l'auteur du texte, et faire une nouvelle expérience du texte. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que je l'avais vu il y a longtemps, j'avais oublié, j'étais passé à autre chose. Donc lorsque je reviens, je suis presque neuf pour recevoir cette parole-là, et je peux la recevoir de manière non égotique. Je peux la recevoir en n'étant pas le jeu qu'il a écrit, et juste en faisant l'expérience. C'est toujours la frustration que j'ai toujours eue en faisant des concerts. Quand on fait un concert avec son groupe, on ne sait jamais ce que le public reçoit. C'est que les seuls moments où on peut entendre un peu ce que le groupe renvoie au public, c'est au moment où on fait les balances et que tout le groupe joue et que vous ne jouez pas, vous êtes dans la scène et vous entendez pour la première fois, vous êtes en mesure de recevoir la chose. Et là, c'est ce que la scène a pu faire, quoi. C'est ce que l'incarnation théâtrale a pu faire, c'est de me rendre le texte et aussi de savoir que, comme dit Souleymane Diamanka, que j'aime beaucoup, une fois que je les ai écrits, les mots ne m'appartiennent plus, c'est des papillons en papier, quoi. Ils volent, ils ont leur vie. Et que dit la trace? Elle nous dit d'être à nouveau dans la plénitude de la force et du rire. Et de guérir de l'offense et d'édifier le jour qui vient. Elle nous dit de nous réhabiliter, de sortir du regard vicié sur soi, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et elle nous chuchote que l'oubli est parfois le compagnon de la guérison. Elle nous dit que marcher c'est élargir les horizons. Et elle nous dit de renaître complètement. Et pour renaître complètement à notre puissance, nous devons à nouveau nommer notre monde. En le faisant, nous lui ferons habiter d'autres lieux, un autre temps et d'autres songes. En disant notre désir et notre force, nous les ferons advenir. Comment est-ce que, Felwine, vous avez choisi d'abord le récitant, le comédien principal, ensuite le musicien et la musique? En fait, j'ai choisi Étienne parce que je le connaissais. Il m'avait invité au Recréatal au Burkina. Donc, j'avais été faire une conversation dans leur festival. Et je l'avais vu sur scène. Il avait incarné d'un texte de Sonny Boutansi. Il avait incarné un texte de Aimé Césaire, Le Cahier d'un retour au pays natal. Et j'avais déjà vu plusieurs fois sur scène. Et j'avais trouvé que c'était un acteur remarquable, quoi, formidable. C'est un formidable acteur. Donc, j'ai pensé à lui dès le début. Et quand on s'est mis d'accord avec la production théâtrale, avec Patrick Colpet du théâtre de Namur qui produit la pièce, lui aussi, quoi, il avait pensé à Étienne. On a demandé à Aristide de faire la mise en scène. Et c'est Aristide Tarnagda qui a choisi de faire accompagner la parole incarnée par Étienne par un musicien qui s'appelle Simon Winze. Et c'est eux qui ont pensé cette configuration. Mais ça, je les ai laissés libres de faire les choix de mise en scène, de scénographie, dans un espace qui leur appartenait à eux. Mais il était clair que quand je l'écrivais, je pensais à Étienne pour incarner ce discours. L'autre jour, quand on a donné la pièce, vous étiez très ému quand on vous a appelé pour monter sur scène. En regardant cette pièce-là, quel a été l'échange qui s'est passé entre vous
et les 10 ans et ceux qui étaient sur la scène. Est-ce que vous n'aviez pas envie de monter parfois sur scène? Non. En fait, c'était intéressant parce que je l'écoutais et je me disais, tiens, ok, à tel moment, c'est comme si que Étienne a choisi de restituer tel moment. Et ça, c'était intéressant ce rapport où, à des moments donnés, il mettait l'emphase sur des aspects, à d'autres, il mettait moins l'emphase sur les aspects, et je voyais qu'il avait sa réécriture. Et ça, c'est intéressant de voir là où il mettait l'accent. Tu vois. Ça, c'est des choses que, tu vois, c'est des choses que l'acteur et le metteur en scène décident. Et donc, du coup, je voyais bien que dans l'opération d'incarnation du texte, il y avait une opération de réécriture, même si le texte était le même, tu vois, et que lui, il réécrivait son texte, et qu'il le faisait résonner selon là où il estimait qu'il devait accentuer les choses. Et ça, pour moi, c'était intéressant. Et puis à un moment donné, voilà quoi, j'ai juste lâché prise, et j'ai juste accepté d'être embarqué dans son récit à lui. Et ce moment-là aussi était intéressant pour moi, le moment où je suis pris comme tout spectateur et je rentre dans le voyage que me propose l'acteur. Et je ne suis plus là en train de penser, voilà, où est-ce qu'il met l'accent, où est-ce qu'il met pas l'accent, etc. Et c'était vraiment une expérience très, très, très intéressante pour moi. Quelque chose aussi de dramatiquement puissant, c'est le coryphée, parce qu'en ce moment, il y a le récitant et le musicien qui chantent en même temps. Absolument, et ça aussi, c'est absolument puissant. Et je trouve aussi que ça apporte des respirations, quoi, et que la respiration musicale est fantastique. Et que lorsque je pense à notre manière de compter, le khalam qui accompagne le récit historique, et à des moments donnés où il y a le khalam qui est tout seul, tu vois, qui joue, ou la kora, et où on laisse respirer, on laisse résonner ce qui a été dit avant, pour le reprendre après. Toi, je trouve que là aussi, il y a des clés de récits dramaturgiques issus de nos cultures qui serait bien qu'on explore un peu plus, tu vois, dans notre manière de faire du drame-théâtre. Cette pièce va aller à Avignon en même temps que... elle a déjà été à Avignon. En octobre, là, elle va aller au Maroc, elle va aller au Congo, elle va aller dans beaucoup de pays africains. Elle avait commencé à tourner l'année dernière, elle avait un bel élan, et la pandémie l'a arrêtée, les dates ont été stoppées, mais là, elle est en train de reprendre, tu vois, dans plusieurs régions du monde. Et elle a une traduction en anglais, en espagnol. On est en train de travailler à la traduire en Wolof. On s'est entendu hier avec le directeur du centre culturel Blaise de Senghor pour la jouer dans tous les centres culturels régionaux du pays. Donc Étienne va revenir en septembre, il aura 14 jours de tournée dans l'intérieur du pays et on a prévu une traduction en Wolof dans 6 mois pour qu'elle soit remise en scène différemment, traduite en Wolof et jouée en Wolof. Toujours par les mêmes comédiens ou... Non, ce sera difficile. Ce sera difficile. On trouvera des comédiens donc sénégalais, des metteurs en scène sénégalais qui vont faire un travail. Et leur travail sera de dire comment ce texte doit être mis en scène pour être reçu par le plus grand nombre et dans ses codes à lui. Auquel nous devons nous hâter, c'est celui-là même que nous nous sommes fixés avec la meilleure part de nous-mêmes. Parce que notre seule faiblesse, c'est d'ignorer nos forces. L'Afrique c'est qui doit ouvrir un temps nouveau. Et la première puissance que nous devons recouvrer, c'est celle de nous soustraire de la volonté des autres. Et cela s'appelle la liberté. Parlons d'Avignon pour terminer. Dans quelques jours, vous allez aller à Avignon. Vous êtes en pleine répétition. Comment se fait la mise en scène de ce texte-là?
Ben, la mise en scène de ce nouveau texte, Liberté, est faite par un dramaturge rwandais qui s'appelle Dorcy Rugamba, que je connais depuis des années, qui connaît le Sénégal aussi, parce qu'il a travaillé avec Younous Diallo qui est décédé. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, et puis c'est un dramaturge qui est vraiment exceptionnel. Donc du coup, on a eu notre première résidence de création au Grand Théâtre National. Donc vraiment, ils nous ont accueillis avec une teranga extraordinaire. J'étais vraiment très très heureux de pouvoir faire la première résidence de création au pays. Donc on a mis en place l'essentiel de l'architecture. On va se revoir à nouveau une semaine à Lyon et on va enchaîner sur les premiers spectacles. On a 5 dates dans le Inn de Avignon qu'on va faire. Et justement, c'est une nouvelle aventure. Donc, comme je te disais tout à l'heure, autour de l'idée de liberté, en convoquant cette fois-ci aussi des compagnons et des ancêtres que j'appelle René Char et Franz Fanon. Avignon, quand même, on peut le comparer un peu si on était dans le cinéma à Cannes. Oui. C'est le grand rendez-vous des hommes de théâtre. Ils ont vu Trace déjà l'année dernière, donc Trace, parce que le festival devait avoir lieu en juillet, il avait été annulé et ils ont fait une version raccourcie en octobre. Mais en juillet dernier était programmé Trace. Et ils ont pu voir Trace à Avignon en octobre. Et je pense que Trace a eu un grand succès, mais vraiment un très très grand succès. D'ailleurs, le texte a été édité tout de suite après. Parce que les gens qui étaient venus voir le spectacle, les gens de Actes Sud m'ont appelé tout de suite après la représentation pour me demander d'éditer le texte dans leur collection théâtre. Et je pense que c'est Trace qui les a convaincus de nous inviter cette année pour cette nouvelle création Liberté. Bon vent, comme on dit. En tout cas, que le public aussi d'Avignon et d'autres aussi viennent voir cette pièce. Mais après, cette pièce va tourner quand même. Elle va tourner, puis elle va venir ici. Elle va tourner à Avignon, un peu en Belgique, et puis on va revenir ici, on va retourner ici, et puis dans d'autres lieux, on espère. Après, vous allez retourner à l'économie ou... Oui, après je retourne à l'université. J'enseigne plus l'économie. Depuis que je suis à Duc, j'enseigne les humanités africaines. Cette année, j'ai donné un cours de philosophie africaine contemporaine, et j'ai donné un cours qui s'appelle Music History and Politics, où je fais une histoire contemporaine de l'Afrique, rien qu'à travers l'archive musicale. Je montre que la musique est un espace de savoir, et qu'on peut comprendre les dynamiques politiques, sociale, culturelle du continent en examinant l'archive musicale, des fois même mieux qu'en lisant des ouvrages de sciences politiques ou d'histoire contemporaine. Et mon travail, c'est de montrer qu'en fait, il y a des lieux du savoir qui sont dans les arts, qui sont dans la culture, qui sont dans les corps, qui sont dans la production matérielle, et qu'il y a une pluralité d'archives de savoir qui ne sont pas dans le logos. Donc ce que j'explore à Duc, c'est un travail que je fais autour de ce que j'appelle les écologies du savoir, pour montrer qu'il y a plusieurs lieux et les sociétés africaines, elles recèlent plusieurs écologies de savoir. Et ces écologies-là ne sont pas investies, puisqu'on a une vision un peu unilatérale de ce qu'est un savoir. Et tout mon projet de ces prochaines années, ce sera de faire des enseignements où je montrerai qu'on peut utiliser d'autres archives pour aller chercher du savoir dans les sociétés africaines que les archives classiques. Je pensais que cette réflexion allait s'appliquer quand même aux masques que vous avez et au retour de ces masques-là. Mais oui, cette dimension des masques, donc la production matérielle, donc il y a un travail là-dessus. Il y aura les corps, la danse, les arts martiaux, il y aura les textes oraux, tout le travail de Mamoussé Diagne sur la critique de la raison orale. Il y aura donc la musique, qui est aussi une forme de texte oral. Merci, Felwine. Un grand merci de m'avoir invité à ta belle émission. Merci. Au fil du temps, c'est fini. Mon invité était Felwine Sarr pour sa pièce de théâtre La Trace. Chers frères et sœurs, chers amis, chers ancêtres dont la bienveillance nous surplombe, eh bien voici les paroles que je souhaitais vous adresser. Puissent-elles demeurer dans vos cœurs. Vous savez, la vie passe, mais nous sommes là. Nous sommes là pour en prolonger la trace lumineuse. Alors, puisse l'Ekba se lever et à nouveau nous ouvrir les chemins.
santal ho na bangi san